Dans la nature, les vautours se nourrissent de cadavres, mais en Corée du Sud, c'est un autre type de charognards qui prospère, les cyberwreckers ou cyberwreckers, des individus qui se repaissent des tragédies humaines et de notre appétence insatiable pour les scandales. Ces individus se spécialisent donc dans la publication de vidéos diffamatoires visant des personnalités publiques et parfois même des anonymes. Leur objectif, attirer l'audience, engranger des vues et maximiser les profits. À la frontière du journalisme à sensation et du lynchage médiatique, leur contenu exagère, déforme ou invente des faits dans un seul but: créer le buzz. Si tu t'es déjà demandé ce qu'est un cyberwrecker, un cyberwrecker, alors bienvenue car cette vidéo est pour toi. À l'heure où la domination des médias s'intensifie, portée par la montée fulgurante des contenus courts et des stimuli audiovisuels incessants, YouTube s'est imposé comme un acteur incontournable. D'après la commission coréenne du droit d'auteur, la plateforme réunit chaque mois près de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs, tandis que les Sud-Coréens y consacrent en moyenne 40 heures mensuelles. De simples sites de partage de vidéos, les réseaux sociaux sont devenus des piliers de l'information dans notre société contemporaine et toujours connectée. YouTube en particulier offre un éventail de contenus d'une diversité vertigineuse. Extraits d'émissions télévisées, mukbang, ces vidéos où l'on se filme en train de manger, ou encore des diffusions en direct de streamers. Dans cette mer de vidéos, l'algorithme de YouTube joue un rôle central, analysant en permanence les comportements des utilisateurs pour leur proposer des recommandations toujours plus ciblées, plus addictives. Et parmi ces addictions, une est profondément ancrée dans le genre humain, le drame et la violence. Un trait dont se repaissent ceux qu'on nomme les cyberwreckers. C'est dans ce contexte de surexposition médiatique et d'avidité numérique qu'a émergé une figure aussi contemporaine que controversée, celle du cyberwrecker. Ce terme, né de l'anglais wrecker, littéralement dépanneuse, ne désigne plus ici un véhicule secourant des automobilistes en difficulté, mais bien des créateurs de contenu qui, à l'image des dépanneurs, se précipitant sur les lieux d'un accident pour en tirer profit, se ruent sur les drames humains, polémiques et les scandales afin d'en exploiter la détresse pour maximiser leur visibilité, leur notoriété et surtout leurs revenus. Le modus operandi de ces individus est aussi limpide que cynique. Des titres racoleurs, des vignettes tapageuses, un ton provocateur, souvent empreint de fausses révélations et d'exagérations outrancières. La vérité, la nuance ou le respect de la dignité humaine sont relégués au second plan, voire même au troisième, sacrifiés sur l'autel du buzz et des algorithmes. Qu'il s'agisse de célébrités, de conflits sociaux ou de tragédies privées, tout devient manière à la monétisation. Chaque souffrance devient alors un produit, chaque chute une opportunité commerciale. Ce phénomène, loin d'être marginal, amène en Corée du Sud un terreau particulièrement fertile. Dans un pays où la culture numérique est omniprésente, la course à l'audience est devenue une véritable arène où tous les coups sont permis. Le terme cyberwrecker ou cyberwrecker, prononciation dérivée du mot coréen wrecker, signifiant dépanneuse, s'est imposé à partir de 2020 dans les forums ou les médias officiels. Selon les contextes, cette appellation peut revêtir plusieurs nuances. Dans son acceptation restreinte la plus courante, le cyberwrecker est un individu qui tire profit en termes de vues, de reconnaissance ou d'argent en exposant sur internet les malheurs, erreurs ou fautes d'autrui. Dans un sens plus large, le cyberwrecker englobe toute personne qui dévoile publiquement des failles ou fautes d'autrui en ligne, qu'il y ait un gain personnel ou non. Toutefois, dans ce cas, les internautes préfèrent employer d'autres termes. Eggs pour les comptes anonymes, sniper post pour les publications ciblées ou encore umplice pour désigner les contenus désagréables. Enfin, dans son acceptation la plus vaste, le mot désigne toute personne qui révèle des informations polémiques, peu importe la manière ou l'intention. Ce sens plus flou est revendiqué par Kim So-yo, le créateur du terme, qui continue de s'auto-désigner comme un wrecker, bien que sa propre activité ait depuis longtemps divergé de cette définition. Pour la petite histoire, Kim So-hee, youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo, est à l'origine du mot qu'il emploie pour la première fois en novembre 2018. Dans une vidéo diffusée le 19 octobre 2024, il expliquait « J'ai inventé le terme Wrecker non seulement pour décrire le fait de rendre un événement public, mais aussi pour illustrer cette idée que le premier arrivé sur les lieux d'un accident s'accapare le véhicule de la même manière que celui qui publie en premier rafle toutes les vues. » Si le mot a tardé à se populariser, il a fini par exploser en 2020, porté par la colère croissante contre des youtubeurs qui, sous couvert d'informations, se vautraient de le sensationnalisme, souvent en falsifiant ou en amplifiant les faits sans vérification aucune. Avec le temps, le terme a pris une ampleur inquiétante. Les cyberwreckers sont multipliés,
rendant leur contenu omniprésent sur les réseaux sociaux et les forums. La création de ce type de contenu est parmi les plus accessibles sur YouTube. Les coûts de production sont dérisoires, la demande pour le sensationnel est permanente et l'attrait du gain rapide pousse à la surenchère. Le marché est donc saturé, où seuls les plus brillants, les plus audacieux, voire les plus immoraux parviennent à surnager. Résultat, un contenu toujours plus extrême, flirtant avec la calomnie, à l'image des chaînes politiques les plus controversées. Ce phénomène a été abordé dès 2023 lors du séminaire Discours de haine en ligne et politique, organisé par l'université Sunken-Can. Des chaînes comme DemuWiki, PPKK ou Entertainment Chief ont été épinglés pour leurs pratiques douteuses, illustrant la nocivité de cette industrie parallèle de la désinformation. Ou encore Lee Jin-ho et Galo Selo qui défrayent actuellement la chronique due à leurs diverses participations au scandale actuel impliquant la défunte actrice Kim So-yeon et l'acteur Kim So-yeon. Ces deux youtubeurs sont quand même, pour ceux qui l'ignorent, derrière le suicide de l'acteur Lee Se-kyun de par leur acharnement. C'est donc une réalité glaçante. Les cyberhackers prospèrent sur la souffrance des autres, tout en se drapant d'une fausse légitimité. Ils se présentent comme des justiciers, mais ne sont que des opportunistes, dont les armes sont le mensonge, la manipulation et surtout la violence symbolique. Aujourd'hui, ces chaînes prolifèrent à un rythme effréné. Leur force réside dans leur réactivité, elles s'engouffrent dans l'actualité, amplifient les controverses et recyclent en boucle les mêmes informations sensationnalistes, créant un effet viral dévastateur. Mais derrière cette mécanique bien rodée se cache un phénomène bien plus inquiétant. Ces contenus enveniment les débats, polarisent l'opinion et nourrissent un climat de haine. Les cyberhackers manipulent les émotions, instrumentalisent les conflits et propagent des informations douteuses, souvent non vérifiées, sur des figures publiques alimentant alors un engrenage purement toxique. Mais ce qui aurait pu rester un simple débat de société a pris une tournure tragique. Le 11 juillet 2024, la youtubeuse culinaire Tzu-Young livre en direct un témoignage déchirant. En larmes, elle révèle avoir été victime pendant 4 ans de violences physiques, psychologiques et financières infligé par son ex-compagnon. Son récit d'une rare intensité bouleverse alors l'opinion publique. Mais très vite, ce qui aurait dû être un appel à la compassion devient un festin pour les vautours du web. Ces cyberhackers, parmi lesquels Karakula, Kojeyok et Jungkook s'engouffrent dans l'affaire. Mais ils ne se contentent pas de la relayer. Ils menacent directement Tzu-Young, exigeant de l'argent en échange de leur silence sur un pan de son passé. Leur levier de pression, la révélation de son emploi forcé dans un bar à hôtesse. Un détail qui, dans la société coréenne, encore très conservatrice, suffirait à ruiner sa réputation. Ce chantage, habilement maquillé en gestion de crise, n'est en réalité qu'une extorsion pure et simple. Et l'affaire va prendre une ampleur considérable lorsque Tzu-Young décide de porter plainte, exposant au grand jour les méthodes abjectes de ces cyberhackers. Mais loin d'être un cas isolé, cette affaire illustre une mécanique bien rodée. Les cyberhackers traquent la moindre faiblesse, exploitent la douleur des victimes et transforment la détresse humaine en une monnaie d'échange. Karakula, Kojeyok et Jungkook sont déjà coutumiers du fait. Ils se sont fait une spécialité des vidéos racoleuses et diffamatoires. Accusation d'adultère et consommation de drogue post-mortem contre l'acteur Lee Se-kyun, spéculation sur les scandales des héritiers de Chaebol, attaques personnelles contre des créateurs de contenus internationaux. Leur objectif est simple, capter l'attention, quitte à broyer des vies ou profaner la mémoire des disparus. Autre exemple bien plus récent, la mort tragique de l'actrice Kim So-yeon en février 2025 illustre une nouvelle fois la brutalité de ce système. Son passé, notamment un accident sous l'emprise de l'alcool, est immédiatement exhumé. Mais plus encore, c'est l'hypothèse d'une relation supposée avec l'acteur Kim So-yeon qui alimente le débat. Privé de contrat, diffamé sans preuve véritablement concrète pendant de longues semaines, ce dernier devient la cible des cyberhackers, tandis que la famille de Kim So-yeon, choquée, porte plainte. Elle s'engouffre alors dans une chasse aux sorcières, sous couvert d'honorer la jeune femme pour une affaire appartenant à la sphère la plus privée. Mais d'un autre côté, ils attaquent le youtubeur Lee Jin-ho, et de l'autre sont épaulés dans leur combat par Galo Selo. Tout ça devient alors une pure tragédie. Instrumentalisé, déshumanisé, réduit à un simple outil de buzz qui conduira inévitablement à une nouvelle disparition prématurée. Ce schéma est désormais bien connu. Dès qu'une personnalité commence à s'élever, ces chaînes s'empressent de fouiller dans sa vie privée pour dénicher la moindre faille exploitable. L'attaque est systématique, souvent coordonnée et d'une violence inouïe. Et si vous voulez un autre exemple de tout cela, je vous renvoie au scandale de l'actrice So Ye-ji et à ma vidéo le traitant. Dans certains cas, même, ces cyberhackers ne se contentent plus de salir une réputation. Ils vont jusqu'à menacer directement les victimes, ou même leur famille.
ils se présentent une nouvelle fois comme des justiciers du web, dénonçant les puissants, alors qu'en réalité, leurs attaques sont souvent infondées, voire totalement inventées. Un cas particulièrement choquant a ainsi vu une femme enceinte, épouse d'une cible de ses campagnes de harcèlement, perdre son enfant à cause du stress engendré par cette traque médiatique impitoyable. Un drame qui pourrait s'apparenter à un meurtre indirect, comme ce fut le cas pour l'acteur Lee Sok-yeon. Face à l'inaction des plateformes, de plus en plus de victimes se tournent vers la justice. Le cabinet d'avocats Liu, représentant la streameuse Seyeon, a récemment obtenu de Google LLC les informations personnelles du youtubeur PPKK, après une décision du tribunal fédéral du district nord de Californie. Ce vidéaste, suivi par plus de 1,14 million d'abonnés, avait diffusé une vidéo accusant Seyeon de financer ses activités par la prostitution et les jeux d'argent à Las Vegas après qu'elle ait été aperçue aux côtés de Bang Tae-wook, le président de Hybe. Privé de recours en Corée du Sud, face au manque de coopération de YouTube, Seyeon a dû se tourner vers la justice américaine pour identifier son harceleur et intenter une action en diffamation. Ce cas rappelle aussi celui de Jang Won-yeon, membre de Hive, qui a réussi à faire condamner le youtubeur TellDogComp pour des accusations mensongères. Won-yeon était alors victime de sa part de fausses accusations concernant une chirurgie esthétique et des scandales imaginaires, si bien qu'elle avait fini par porter plainte. Je peux d'ailleurs vous renvoyer à la vidéo de mon ami Drinkpop sur cette Cyberwrecker en particulier. Et même si aujourd'hui la chaîne est fermée, les dégâts sont quand même assez irréversibles. Une réputation salie, une carrière impactée et une pression psychologique insoutenable. Il faut dire que ces victoires restent rares, et les dégâts, eux, sont irréversibles. Le cyberharcèlement n'est plus une simple dérive du numérique, il est devenu un fléau sociétal. Tant que les plateformes continueront à tolérer ces pratiques sous couvert de leur liberté d'expression, tant qu'elles ne mettront pas en place des mesures radicales, comme la suppression immédiate des vidéos signalées, des sanctions financières pour les créateurs malveillants, ces stratégies continueront de se multiplier. Et ceci car de nombreuses victimes n'ont ni les moyens financiers ni les ressources juridiques nécessaires pour engager des avocats, que ce soit en Corée du Sud ou aux États-Unis. Parce que dans la majorité des cas, les enquêtes menées par les autorités sud-coréennes sont suspendues, faute d'obtenir de la part de plateformes étrangères comme YouTube les informations essentielles à l'identification des auteurs de ces vidéos malveillantes. Ainsi, seules les personnes disposant de ressources suffisantes peuvent espérer mener une action en justice contre ces youtubeurs toxiques. Poursuivre en justice ces cyberwreckers exige du temps, des moyens et surtout une détermination que toutes les victimes ne peuvent pas se permettre. Et si certaines lois prévoient des peines allant jusqu'à 7 ans de prison pour diffusion de fausses informations et 3 ans pour propos calomnieux fondés sur des faits réels, elles s'avèrent plutôt inefficaces. Pourquoi? Les cyberhackers ont perfectionné l'art du contournement légal. Leur stratégie utilisait des formules ambiguës comme présumé ou controversé qui leur confèrent une protection tacite et rendent toute poursuite plus ardue. Face à cette impunité, les appels à une régulation plus stricte se multiplient, exigeant que ces vidéastes cessent de monnayer des contenus diffamatoires et cessent d'exercer un véritable chantage sur leur cible. Le 15 juillet 2024, le youtubeur Gujok, de son vrai nom Lee Jun-hee, s'est ainsi rendu au parquet du district central de Séoul demandant à être entendu au sujet des sommes qu'il aurait perçues de Soo-young, la créatrice de contenu mukbang dont on a parlé un peu plus tôt. Pourtant, les procureurs ont refusé de l'interroger, laissant planer le doute sur l'issue de cette affaire retentissante. Mais le 17 avril 2025, le tribunal central de Séoul a tranché en faveur de Soo-young, après avoir examiné et validé que la diffusion de ces vidéos avait clairement pour but de nuire à sa réputation. La cour a également reconnu une violation de son droit à la vie privée, estimant qu'il s'agissait d'un cas manifeste de diffamation, y compris en dévoilant des informations intimes sur la vie personnelle de la youtubeuse, des éléments que Overlab aurait obtenus en la suivant discrètement, ce qui s'apparente à du stalking. La 51e chambre civile a donc ordonné à la chaîne Overlap propriété de Galocello de supprimer toutes les vidéos révélant des aspects privés de la vie de la créatrice de contenu. Un homme qui ne vit donc que pour la destruction de personnes ou de célébrités pour son propre plaisir, comme en témoigne l'affaire de Kim So-yoon et de Kim Se-yeon actuellement encore en cours. Derrière chaque scandale fabriqué se cache une victime bien réelle, une carrière brisée, une réputation salie ou même une famille en deuil. En fait, jusqu'à quand faudra-t-il attendre avant qu'une régulation stricte vienne ainsi stopper cette spirale infernale ? En fait, la société sud-coréenne est traversée par une contradiction brutale. D'un côté, elle exige pureté et perfection, et de l'autre, elle consomme le scandale avec avidité. Une étude de la Korea Press Foundation révèle que 70% des Sud-Coréens, soit 7 personnes sur 10, ont déjà consommé des contenus de cyberwreckers, attirés par la promesse de révélations exclusives. Pourtant, 92% les considèrent comme nuisibles, dénonçant leur appât du gain. Ce paradoxe souligne le véritable problème.
Ces vidéos prospèrent parce que l'audience les nourrit. Plus nous cliquons, plus elles prolifèrent. Et c'est ainsi qu'entre deux extrêmes a fini par prospérer cette nouvelle espèce de prédateur. Leur terrain de chasse, surtout YouTube. Leur arme, le chantage, la diffamation et la rumeur. Leur but, l'argent, déguisé en quête de vérité. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et YouTube joue un rôle important et fait partie du problème en soutenant ces gens et les chaînes de fake news. Jusqu'à présent, la plateforme, en tant qu'entreprise américaine valorisant la liberté individuelle, avait adopté une attitude relativement clémente, acceptant que la politique soit exprimée en toute liberté, tant qu'il ne s'agissait pas de pornographie ou d'autres contenus controversés. Cependant, après l'extorsion d'argent par la Cyberwrecker Alliance à l'encontre de Tsuyang, la plateforme a perdu un nombre impressionnant de 10 millions d'abonnés. Wow, c'est pas rien. Même certains youtubeurs qui avaient jusque-là toléré ces pratiques ont changé d'attitude après avoir vu les Cyberwreckers piétiner leurs propres abonnés et ont commencé à s'attaquer à ces derniers. Ces nouveaux médias, incarnés par YouTube, ont émergé dans un processus de substitution progressive aux médias traditionnels de masse, se rapprochant ainsi du rôle jadis dévolu à la presse à scandale. Plus précisément, ils constituent une version numérique du journalisme paparazzi, constamment en quête de sujets à exploiter. Contrairement aux journaux en ligne, dont l'audience demeure relativement limitée, YouTube se distingue par son accessibilité et son format audiovisuel, garantissant alors un attrait immédiat tant que les compétences en élocution et en montage sont maîtrisées. Et encore, parfois c'est juste des vidéos simples où ils discutent. Cette combinaison attire naturellement un bon nombre d'utilisateurs en quête de contenu percutant et sensationnel. Mais le véritable danger des Cyberwreckers réside dans leur capacité à fédérer des narcissiques avides d'exprimer leur haine. Bien que ces personnalités aient toujours existé, l'ère du numérique, les réseaux sociaux leur offrent désormais une puissance de nuisance sans commune mesure. Autrefois, laisser un commentaire négatif sur un article restait un acte assez isolé. Aujourd'hui, YouTube leur permet d'amplifier leur toxicité en s'agrégeant en masse autour d'un même sujet. Lorsqu'un Cyberwrecker publie une vidéo visant une personne en particulier, il envoie un message implicite à ses abonnés qui, à l'instar d'une nuée de sauterelles, s'abat sur les réseaux sociaux de la victime, son espace YouTube ou les articles qui lui sont consacrés. Ensemble, ils déversent un flot ininterrompu de commentaires malveillants, instaurant un véritable climat de terreur autour de leur cible. C'est une réalité. Nous vivons à une époque où la haine trouve trop facilement sa place, portée par des contenus destructeurs, et où la frontière entre liberté d'expression et incitation à la haine devient très vite floue. De plus, ces journalistes autoproclamés prétendent déterrer des faits occultés, dénoncer les puissants et rétablir la justice. Mais derrière cette façade, tout repose sur la manipulation de l'opinion, l'humiliation publique et surtout, je le redis, la rentabilité. l'argent, Chaque clic, chaque vue, chaque partage ne fait qu'accroître leur pouvoir au détriment de leurs victimes. Une affaire récente a profondément marqué l'opinion publique, celle d'un Cyberwrecker condamné pour avoir méthodiquement diffusé des vidéos malveillantes et mensongères à l'encontre d'un membre d'un célèbre groupe d'idoles, engrangeant au passage des millions de dollars. Ces attaques diffamatoires ont gravement terni l'image de la célébrité, contraignant son agence à porter l'affaire devant la justice. Résultat, atteinte manifeste de la vie privée, diffamation avérée et obligation de verser 100 millions de won en dommages et intérêts. Plus encore, l'intégralité des revenus générés par cette entreprise toxique, soit environ 250 millions de won, acculés sur 4 ans, a été saisie. Une première en Corée du Sud et un signal fort qui a été adressé aux auteurs de ce genre de dérive. Jusqu'où peut-on tolérer ces pratiques de lynchage médiatique déguisées en fausse liberté d'expression? En fait, il est temps que les institutions prennent des mesures concrètes, que des lois plus strictes soient adoptées pour encadrer ces abus et offrir enfin une protection efficace aux victimes de cette nouvelle forme de persécution. Parce que c'est ce que c'est, de la persécution, du harcèlement. Mais surtout, ce que tout cela nous apprend, ou plutôt nous demande, c'est pourquoi. Pourquoi se tourner vers ces médias pour espérer exercer une certaine justice? La montée en puissance des Cyberwreckers, est aussi le symptôme d'une crise de confiance envers la justice sud-coréenne, ce qui n'est pas anodin. En 2020, 87% des citoyens estiment que les peines sont trop légères et 66% ne croient plus en l'impartialité des tribunaux. En même temps, quand tu vois le résultat de la condamnation de Seungri pour le Burning Sun, je suis assez d'accord. Face à une institution perçue comme défaillante, les Cyberwreckers deviennent des héros aux yeux d'une partie du public. Leur credo, réparer les torts. Leur méthode, la diffamation. Mais leur véritable objectif, l'argent, certains comme Nalak Bogwansu vont jusqu'à dévoiler l'identité de criminels, comme les auteurs du viol collectif de Myriam en 2004, provoquant la ruine sociale de plusieurs d'entre eux. Pourtant, la victime a démenti avoir donné son accord pour cette divulgation, et la chaîne a été contrainte de s'excuser et de fermer avant de simplement réouvrir. Ces actes, s'ils semblent répondre à une soif de justice, posent des problèmes éthiques et légaux assez majeurs.
quand le public décide qui doit être puni et comment, c'est-à-dire être jugé bourreau, il ne reste qu'un pas avant la loi du talion. Les citoyens applaudissent la justice civile parce que l'État et les médias ont failli. Pour Benson Han, ancien profiler de la justice de Séoul, ces cyberwreckers numériques prospèrent dans un vide institutionnel où cette illusion de justice engendre davantage de destruction que de réparation. Et ce phénomène perdurera tant que les autorités et les médias resteront inactifs. Il plaide pour des lois claires, des sanctions exemplaires et surtout une application sans équivoque des plateformes numériques. En théorie, la présence de ces contenus en ligne revient à légitimer une violence sociale insidieuse, où les plus vulnérables, à l'image de Tsu-young, deviennent les victimes expiatoires d'une curiosité collective pervertie. Ce cas illustre une réalité inquiétante. Face à l'acharnement des cyberwreckers, même les innocents se trouvent acculés à des décisions injustes. Et le problème est d'autant plus préoccupant que YouTube échappe aux régulations fondamentales, n'étant soumis ni à la loi de la radiodiffusion, ni à celle sur l'arbitrage de la presse. La plateforme évolue donc dans une zone grise législative. Ce vide juridique entrave donc la lutte contre la cyberdifamation, alors même que la rapidité de la propagation des informations sur Internet rend toute régulation quasi illusoire. Alors, certes, il est vrai que YouTube a durci certaines règles pour sanctionner les contenus les plus violents ou mensongers, mais de nombreuses chaînes contournent encore ces restrictions. De même, Google, en suspendant la monétisation de ses chaînes, a fait un pas. Mais tant que ces contenus restent accessibles, les clics continueront de générer des revenus. C'est en fait une hypocrisie commerciale qui mérite elle aussi d'être dénoncée. Le combat reste donc, encore une fois, inachevé. Mais à la suite de l'affaire de Tsu-young, plusieurs figures majeures de l'alliance des cyberwreckers, telles que Foot and Mouth Disease et Karakura, ont vu leurs revenus suspendus, leur activité mise en pause, voire ont été contraints de disparaître de la sphère publique. Même Dogga, considéré comme l'un des pires d'entre eux, a subi un coup d'arrêt avec la suppression de sa monétisation et le frein imposé à ses actions. Bien que certains continuent de percevoir des financements via Super Chat ou d'autres canaux de soutien, la suppression des revenus issus de leur chaîne principale a marqué un tournant décisif, sapant directement leur modèle économique. Ça c'est bien. Mais même si Google a effectivement suspendu la monétisation de Karakura et de ses semblables, leurs vidéos restent accessibles, car tant qu'il y a du clic, il y a du profit, quitte à ce qu'il soit toujours autant bâti sur la souffrance des victimes. Continuons alors d'alimenter le scandale et de générer du trafic. Je l'ai déjà dit, c'est une hypocrisie commerciale flagrante où la morale s'efface dès lors qu'on menace les profits. Pourtant, YouTube affirme dans ses lignes directrices que les créateurs incitant à la haine, au harcèlement, à la cyber-intimidation ou publiant des attaques malveillantes peuvent voir leur accès à la monétisation restreint. Cependant, de nombreux experts soulignent que la plateforme applique ses règles avec une indulgence excessive et tarde souvent beaucoup trop à prendre des mesures face à ces comportements nuisibles. Lee Won-yu, professeur en sciences policières à l'université Konkuk, explique alors: YouTube, dont les serveurs sont basés à l'étranger, offre une cachette idéale aux cybercriminels désireux de dissimuler leur identité. La plateforme refuse de coopérer activement à l'identification des auteurs de vidéos malveillantes, rendant ainsi toute enquête particulièrement complexe. Et de son côté, Yoon Jae, qui lui est professeur en communication à l'université de Sonan, ajoute « YouTube hésite à sanctionner les cyberwreckers, car elles tirent profit de leur large audience et des revenus publicitaires générés par leur contenu. » Cette complicité tacite entre la plateforme et les auteurs de contenu nuisible soulève de vives interrogations sur la responsabilité des géants du numérique face à la propagation de la haine et de la diffamation en ligne. Mais heureusement, un projet de loi est actuellement à l'étude en Corée du Sud, qui entendrait de contraindre YouTube à endiguer les attaques malveillantes en ligne. Et c'est donc en février 2025 que Jeon Young-gi, député du Parti démocrate de Corée, a annoncé sur Facebook que son parti allait défendre l'adoption d'une loi visant à renforcer la transparence et la responsabilité des créateurs de contenu en ligne. Cette législation aurait pour objectif d'obliger YouTube à divulguer certaines informations afin de lutter contre l'impunité dont bénéficient actuellement ces cybercriminels. Il a d'ailleurs déclaré: ces individus échappent à toute responsabilité légale après avoir sali la réputation d'autrui par des propos mensongers, profitant de l'absence de régulation des plateformes étrangères. Une telle situation ne saurait perdurer. Selon lui, la législation proposée ne vise pas à restreindre la liberté d'expression, mais à protéger les victimes contre la diffusion massive de fausses informations et les dommages irréversibles qu'elles peuvent engendrer. Et il a également ajouté: l'objectif fondamental de cette loi est de freiner la diffusion irresponsable de contenus mensongers par des cybercriminels opérant sur des plateformes comme YouTube
et de garantir aux victimes une protection juridique rapide et efficace. Et on le remercie. Mais ce projet de loi soulève néanmoins des questions sur son application concrète. Jusqu'où peut-on vraiment exiger de YouTube qu'il dévoile l'identité de ses créateurs? Comment distinguer une critique légitime d'une attaque malveillante? Et surtout, un tel dispositif pourra-t-il réellement mettre fin à ces dérives ou risque-t-il d'engendrer de nouvelles formes de censure? Le débat est lancé et il engage une réflexion plus large sur l'avenir du numérique. Voulons-nous vraiment d'un espace où la recherche du profit prime sur l'intégralité et la vérité, où la violence verbale devient un outil de divertissement? Ou sommes-nous prêts à choisir une autre voie, celle d'un internet plus responsable et plus respectueux? Ce choix, c'est à chacun de nous de le faire. Le phénomène des cyberhackers ne se limite pas à YouTube, il va interroger nos valeurs collectives, notre rapport à l'éthique numérique face au sensationnalisme. Le scandale est devenu une industrie, une machine bien huilée où le malheur des uns fait la fortune des autres. Et tant que la société valorisera le buzz au détriment de la vérité, les cyberhackers auront encore de bien beaux jours devant eux. Il faut que ça change, que ce fameux pouvoir bien trop alloué au public serve positivement en faisant les bons choix et en ayant l'intelligence de se poser les bonnes questions au vu d'une situation ou d'un scandale. Déjà en commençant par ne plus partager toutes ces infos frauduleuses et cette haine gratuite alimentée par la naïveté des plus influençables. Je vous encourage donc à faire les bons choix, à vous poser les questions qu'il faut, à laisser le doute s'installer tant que de vraies preuves concrètes et vérifiées n'ont pas été révélées. Voilà. Il me semble que c'était le bon moment de faire cette vidéo expliquant tout le problème que posent les cyberhackers aujourd'hui, que ce soit en Corée du Sud ou la montée dans d'autres pays. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, lâche un petit like et un commentaire pour le signifier et surtout soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye!